Bonjour Gabriel Attal. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Dans une semaine tout pile, nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites. Quel que soit le nombre de manifestants, quel que soit le nombre d'ailleurs de journées d'action, est-ce que vous pourrez faire comme si ça n'existait pas et maintenir votre réforme ? On a déjà montré qu'on était capable de faire évoluer notre réforme. Moi, je rappelle que la réforme dans la campagne présidentielle, c'était porter l'âge légal de départ à 65 ans. On est maintenant à 64 ans. C'était une retraite minimale à 1 200 € uniquement pour les nouveaux retraités. Ça concernera aussi désormais les retraités actuels qui ont une carrière complète. Donc on a montré qu'on était capable grâce de à la rue, c'est la rue qui évoluer gouverne, alors, la si on va au réforme. bout de votre logique. Grâce aux concertations qu'il y a eu avec les organisations syndicales. Les Français, ils ont déjà fait enrichir le texte à travers leurs représentants syndicaux. Ils continueront à faire enrichir le texte à travers leurs députés demain. Et chaque jour, dans les échanges, les discussions qu'on a avec eux, ils nous apportent aussi leurs propositions, leurs interpellations. Moi, je me déplace beaucoup et partout en France pour échanger avec des Français, sans filtre, dans des réunions ouvertes à tous. Ce n'est pas des réunions avec des militants. Je l'ai fait à Juvisy dans l'Essonne, je l'ai fait dans le Loiret, je l'ai fait à Nice. Je serai ce soir dans l'Aube pour continuer à le faire. Il y a des syndicalistes, il y a des ouvriers, il y a des salariés, il y a des commerçants, Alors, restons des sur chefs les d'entreprise. syndicats quand même, Gabriel Attal. Non, mais c'est important de le dire. Je pense que on doit être dans l'échange, dans le dialogue, dans l'écoute et dans l'enrichissement. Mais vous l'avez rappelé vous-même à l'instant, des syndicalistes et une opposition politique et syndicale. Au-delà de la journée d'action, il y a toute une série de formes d'action qui ont été annoncées. La CGT Mines-Énergie, par exemple, dit qu'elle va organiser des coupures contre ceux dont, à ses yeux, l'activité n'est pas essentielle, des coupures d'électricité. Il y aura à l'inverse de la gratuité pour certains clients. Philippe Martinez, sur cette antenne, a indiqué qu'il n'excluait pas des actions pour les vacances de février. Il y a même un préavis de grève d'ailleurs qui est lancé pour les remontées mécaniques. Qu'est-ce que vous leur dites à ces syndicats ? Mais je dis qu'il y a ceux qui prennent le parti du blocage et qu'il y a ceux qui font le pari du dialogue. Et que moi, je serai toujours dans le dialogue, dans la recherche de solutions et dans la recherche de compromis. Évidemment qu'on ne sera jamais d'accord sur tout. Évidemment qu'il y a une opposition de fond avec les organisations syndicales qui privilégient pour financer les pensions de retraite une augmentation d'impôts sur ceux qui travaillent, alors que nous, on privilégie le fait de travailler globalement plus longtemps en tenant compte des carrières. Mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus parler ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être condamné au bras de fer ? Le dialogue n'est pas rompu avec les syndicats. Mais je ne crois pas du tout. Il ne peut pas l'être. Il faut évidemment continuer à se parler, continuer à travailler, continuer à échanger. Mais et moi je le dis. Et moi je le dis aujourd'hui, puisque ils vous disent. Et moi je le dis. Il faut reculer sur l'âge et vous dites nous ne reculerons pas. Mais ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a une opposition de fond, c'est vrai. Eux disent pour équilibrer le système, pour le financer, il faut augmenter les impôts. Nous on dit on le finance en travaillant globalement un peu plus longtemps. Comme c'est le cas partout autour de nous, et y compris après notre réforme, la France restera un des pays en Europe où l'âge légal de départ est le plus faible. Estimez-vous heureux ? Non, et je rappelle que 40% des Français, 4 Français sur 10, à l'issue de notre réforme, partira avant 64 ans, parce qu'on prend des mesures sur les gens qui ont commencé à travailler tôt, sur les métiers pénibles. Mais on peut le comprendre et être en désaccord. Il y a en l'occurrence des gens qui comprennent votre réforme et qui ne sont pas d'accord. Et heureusement qu'on est en démocratie et qu'on peut ne pas être d'accord avec notre réforme. Mais la réalité, c'est qu'on est aujourd'hui aux responsabilités, au gouvernement, et qu'on a la responsabilité de proposer une réforme pour répondre au sous-financement et à l'absence de financement de notre système qui met en danger notre système de retraite. On va y revenir bien sûr. À partir de là, on peut se parler. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un élément central de la réforme qu'on ne peut pas enrichir ensemble la réforme à travers des propositions qui viendraient des syndicats, mais aussi, je le dis, des Français très directement. Juste sur les syndicats, hier, une des porte-paroles de la majorité, la députée Maude Bréjon, disait à propos des actions que je vous citais, c'est un totalitarisme, une forme de totalitarisme, je vais y arriver, syndical. Est-ce que le totalitarisme syndical, c'est aussi votre ligne ? C'est ce que vous voyez ? Non, moi, vous savez, j'essaye, c'est pas toujours évident, j'essaye de pacifier un peu les choses et d'être dans un dialogue constructif, même si, encore une fois, il y a des oppositions de fond. Maintenant, ce qui est certain, c'est que quand on menace de couper l'électricité chez des élus ou des parlementaires sous prétexte parce qu'ils sont en soutien d'une réforme ou pas sur la ligne des syndicats, c'est vrai que ça interroge, c'est vrai que ça choque en réalité. On est en démocratie, chacun a le droit de défendre son opinion. On accepte évidemment que des organisations syndicales puissent défendre une opinion en désaccord avec le gouvernement. Moi, je pense que les organisations syndicales doivent accepter qu'il y ait des élus, je rappelle qu'ils ont été élus par les Français, qui défendent une opinion, un point de vue qui est différent du leur, sans chercher à leur couper l'électricité. Et c'est vrai que ce type d'action n'est pas acceptable. Il y a également une demande de certains de vos opposants qui est de dire, puisque vous considérez que cette réforme est légitime et que vous avez mandat pour le faire, pourquoi ne pas interroger directement les Français et faire un référendum ? On entend ça au Parti communiste, au Parti socialiste, au Rassemblement national. Vous dites que ce serait une manière de fuir le débat parlementaire. Mais est-ce que ce n'est pas le refus, une manière de fuir l'avis des Français ? Mais non, vous savez, on a eu un vrai débat dans le pays sur la question des retraites au moment de l'élection présidentielle et au moment de l'élection législative.
Cette réforme, elle ne sort pas du chapeau après l'élection sans que les Français en aient entendu parler. Moi, pour avoir fait campagne pour le président de la République, que ce soit pendant la présidentielle, sur vos plateaux ou sur le terrain, ou pendant l'élection législative, puisque j'étais moi-même candidat, je peux vous dire que la retraite à 65 ans à l'époque, j'en ai entendu parler. Donc ce débat, il a d'ores et déjà... Pas pour vous dire, allez-y, faites-le. Il y a des gens qui déjà étaient contre. Mais bien sûr. Y compris en votant Emmanuel Macron. On votait Emmanuel Macron pour faire barrage à l'extrême droite sans être pour la réforme. Est-ce que j'ai dit le contraire? Non. Moi, je suis parfaitement lucide et conscient qu'il y a des Français, au second tour de l'élection présidentielle, qui ont voté pour le président de la République pour faire barrage à Marine Le Pen sans valider son programme ou l'intégralité de son programme. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a eu des élections législatives ensuite. Vous avez différents partis politiques qui ont présenté des programmes pour la législative. Plusieurs partis ont présenté un programme dans lequel il y avait une réforme des retraites avec un recul de l'âge. Il se trouve que quand vous faites la somme des députés issus de ces partis qui proposaient cette réforme des retraites, il y a une majorité à l'Assemblée nationale. Ça me semble quand même être un gage démocratique pour cette réforme. Mais c'est vrai que les oppositions qui appellent au référendum, on voit la manœuvre. C'est pour éviter le débat au Parlement, pour éviter d'avoir à présenter une contre-réforme et à présenter les modalités et la manière dont elle la financerait. Parce que la réalité, c'est quand vous avez la France insoumise qui vous dit on va faire la retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, ça coûte 85 milliards d'euros. Si vous voulez le financer, c'est une augmentation des cotisations salariales de 3 000 euros par an. Ça veut dire que tous les Français qui nous regardent et qui travaillent perdraient 3 000 euros de salaire Même par dans an. votre majorité, certains ont proposé une hausse des cotisations patronales. François Bayrou l'a fait à votre place. Et vous entendez aussi vos opposants qui répondent, mais on nous renvoie aux chiffres. Le quoi qu'il en coûte, c'est des centaines de milliards. La loi de programmation militaire annoncée par le président, qu'on la conteste ou qu'on soit en soutien, c'est aussi des centaines de milliards. Donc en fait, des milliards, il y en a. C'est l'argument qui vous est opposé. Je ferai la différence, Adrien Gindre, entre le quoi qu'il en coûte qui a été ponctuel. Quand on a eu une crise, que toute l'économie a été arrêtée et où on a eu une dépense d'investissement pour permettre à notre économie de tenir et de repartir, et des dépenses pérennes qui viendraient alourdir la dette, mais dans ces proportions-là, de toute façon, qui viendraient coûter aux Français sur leur salaire ou sur leur pension de retraite. Quant au Rassemblement national, pendant la campagne présidentielle, j'en ai débattu d'ailleurs, y compris sur TF1 avec Jordan Bardella, il proposait une réforme qui disait quoi ? On ne supprime pas les régimes spéciaux. Nous, on assume de vouloir supprimer les régimes spéciaux. Dans 40 ans, vous faites la clause du grand-père. Alors, on fait la clause du grand-père, mais on demande des efforts, y compris aujourd'hui, aux personnes qui sont dans les régimes spéciaux, qui vont devoir travailler avec 2 ans de plus. C'est pas normal de garder un système où un chauffeur de bus à Paris qui a le même travail, la même rémunération, les mêmes horaires, la même carrière qu'un chauffeur de bus dans une ville française, une autre ville française, puisse partir 5 ans avant son collègue. Le Rassemblement national ne voulait pas mettre fin à ce système, on assume de le faire, même si c'est dur, même s'il y a des oppositions des syndicats. Autre mesure, le Rassemblement national voulait supprimer le compte pénibilité, qui permet à des Français de partir plus tôt parce qu'ils ont travaillé la nuit, parce qu'ils ont fait les 3-8. Des Français qui ont eu des carrières pénibles. Est-ce qu'ils assumeront dans l'hémicycle cette position qu'ils ont défendue ? Je pense que c'est ce débat-là qu'ils cherchent à fuir. Et nous, on assume le débat, on ne se dérobe pas face à nos responsabilités. On peut parfois changer d'avis sur les retraites. En 2019, le président disait que ce serait hypocrite de décaler l'âge légal. Bien sûr, mais il faut l'assumer dans ces cas-là. Juste une question, ce que vous disiez, il y a aujourd'hui une majorité à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes convaincu, vu le contexte, que les Républicains vous soutiendront jusqu'au bout et que la majorité sera suffisante grâce à leur soutien ? Mais moi, je pense que chacun sera cohérent avec lui-même. On parle de députés qui se sont engagés derrière une candidate à l'élection présidentielle qui défendait le décalage, si je ne me trompe pas, à 65 ans. Ils se sont ensuite présentés pour les élections législatives sur la base du programme des LR qui reprenait cette proposition. À peine 6 mois plus tard, cette proposition arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Alors même que les LR du Sénat, il y a encore quelques semaines, ont voté cette proposition au Sénat. Donc je n'imagine pas qu'ils ne soient pas cohérents avec les engagements qui sont pris devant les Français. Vous ne l'imaginez pas, mais vous avez la garantie de leur vote ? Mais moi, j'écoute ce qu'ils disent, j'écoute leurs déclarations, celle d'Éric Ciotti, celle d'Olivier Marleix. Ils attendent des garanties. Ces derniers jours. Ils attendent des garanties et c'est légitime. Encore une fois, il faut qu'on réponde à l'ensemble des inquiétudes, des doutes, des propositions qui sont faites. Alors venons-en sur le fond du texte, puisque vous avez ouvert, vous, collectivement, avec le président de la République, la porte à des aménagements dans le travail parlementaire. Il y a quand même des points qui restent très nébuleux. Je pense en particulier à l'emploi des seniors. Vos collègues Dussopt et Guérini sont exprimés hier à l'issue du Conseil des ministres. Question très simple. Les sanctions que vous prévoyez, ce sera uniquement pour les entreprises qui ne publient pas leurs chiffres et qui ne disent pas combien ils ont de seniors, ou ce sera aussi pour celles qui n'ont pas assez de seniors dans leurs effectifs ? Aujourd'hui, dans la copie actuelle et le texte qui a été adopté hier en Conseil des ministres, ce qui est prévu, c'est que les entreprises de plus de 300 salariés devront publier un index senior, dire quel est le taux de seniors dans l'entreprise, et que si elles ne publient pas cet index, elles auront une sanction. Aujourd'hui,
l'état actuel, il n'est pas prévu qu'il y ait de sanctions si, par exemple, on constatait que la situation sur l'emploi des seniors dans ces entreprises se dégradait ou n'était pas satisfaisante. Mais vous-même, dans le Parisien dimanche, vous évoquiez, pourquoi pas, des mesures coercitives. Et moi, je dis que je suis ouvert aux propositions qui pourraient venir des organisations syndicales ou des Français. Il faut avancer sans tabou sur ces questions-là. Donc, y compris dans le cas où il n'y a pas assez de seniors. Il faut qu'on regarde. Où ça se dégrade. Il faut regarder toutes les propositions. J'entends la position aussi du patronat et des chefs d'entreprise qui disent on ne peut pas se retrouver avec un système où il y aurait, entre guillemets, un taux acceptable de seniors dans l'entreprise qui serait décidé depuis Paris pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit le secteur d'activité, parce qu'il y a des différences, il faut le reconnaître. Donc s'il y a des propositions qui viennent enrichir ce volet-là et qui sont possibles, c'est-à-dire qui sont effectives, moi je pense qu'il faut les regarder. J'ajoute qu'il y a d'autres mesures d'ores et déjà qui sont prévues pour l'emploi des seniors. Je vous donne un exemple, c'est la retraite progressive. Aujourd'hui, vous avez un système dans le privé qui existe, qui s'appelle la retraite progressive. Ça veut dire que 2 ans, par exemple, avant la retraite, si vous décidez de vous mettre à temps partiel, à mi-temps, vous conservez votre rémunération puisqu'on vous verse une partie de votre retraite pour compenser la perte. Mais ça, c'est déjà salaire. dans votre texte, en effet. Non, ça existe aujourd'hui. Oui. Ce qu'on met dans notre texte, c'est qu'on l'ouvre à la fonction publique, puisqu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'y ont pas accès. Voilà, je pense qu'il y a des mesures concrètes comme celle-là aussi qui doivent permettre une transition vers la retraite et qui doivent permettre d'améliorer l'emploi des seniors. Mais j'entends que vous dites qu'on est ouvert à des sanctions en fonction du débat parlementaire. Et moi, je pense qu'il faut avancer sans tabou, être ouvert à toutes les propositions, d'où qu'elles viennent, dès lors qu'elles cherchent les soutenir, le cas de échéant. manière constructive. Évidemment, si on se dit qu'il y a des propositions qui pourraient être efficaces, qui pourraient fonctionner et qui pourraient être possibles dans des entreprises, moi je pense qu'il faut les regarder. Alors il y a une question aussi sur le cas des femmes. Il y a certaines femmes qui aujourd'hui bénéficient de bonus de cotisation parce qu'elles ont eu des enfants. Il y a des trimestres maternité pour faire simple. Ce qui fait qu'en fait à 62 ans aujourd'hui, elles ont tout leur trimestre et peuvent partir à la retraite. Avec le report de l'âge légal, ça va être pour certaines reporté donc à 64 ans puisqu'il leur faudra attendre l'âge légal. Ça restera comme ça ? Mais alors, ce qui est certain, c'est qu'on décale l'âge légal de départ. Il y a aussi une accélération de la durée de cotisation. Les femmes qui travailleront plus longtemps du fait de la réforme verront aussi leur pension améliorée. Parce qu'elles auront cotisé plus, c'est normal. Elles auront travaillé plus, donc elles gagneront plus. Oui, mais la pension sera améliorée 2 fois plus que les hommes, en moyenne pour les femmes. Pour la génération 72, je crois que c'est 330 € de pension supplémentaire sur l'année. Mais la Première ministre avait dit c'est une réforme de progrès de justice. Vous dites c'est une réforme de progrès de justice que d'avoir un allongement, même en moyenne d'ailleurs, plus important pour les femmes que pour les hommes. Moi, la première chose que je dis, c'est que j'assume que c'est une réforme qui demande des efforts aux Français. Et plus aux femmes qu'aux hommes. Demande des efforts aux Français et aux Françaises. Devront globalement travailler plus. Et ensuite, comme l'a dit la Première ministre, c'est aussi une réforme de progrès et de justice, notamment parce qu'on prend des mesures, et notamment en direction des femmes. Je vous donne un exemple. La retraite minimum à 1 200 €. Ça va bénéficier 2 fois plus aux femmes qu'aux hommes, puisqu'aujourd'hui, c'est elles qui ont les plus petites pensions. Donc les femmes seront 2 fois plus bénéficiaires de la retraite minimale à 1 200 € que les hommes. Autre exemple, la prise en compte du congé parental, qui donnera lieu désormais à des trimestres pour avoir une carrière complète en carrière longue. Mais c'est essentiellement des femmes, c'est 10 fois plus de femmes que d'hommes qui en bénéficient. Vous avez beaucoup de femmes aujourd'hui qui se mettent en congé parental. Seniors, on n'est pas ouvert sur raccourcir moi, ce que je dis, c'est que moi, je dis qu'on est ouvert et qu'on doit être ouvert sur tous les sujets avec un objectif qu'on maintient. Il y a être ouvert et faire en sorte qu'il se passe quelque chose, et il y a être ouvert et puis dire on n'a pas on a montré qu'on faisait évoluer notre copie. On est passé de 65 à 64. Est-ce que vous trouvez que sur les femmes, on est passé de 1200 pour les nouveaux retraités à 1200 pour tous les retraités? Est-ce qu'il vous paraît choquant que les femmes travaillent plus, un allongement supérieur aux hommes ou pas? Je vais vous dire, aujourd'hui, au moment de la retraite, les femmes, aujourd'hui dans la situation actuelle, sont victimes d'inégalités dans la carrière. Le fait qu'elles doivent s'arrêter plus que les hommes de travailler. Le fait qu'elles aient un salaire qui est moins élevé que celui des hommes. Ces inégalités, elles se traduisent aujourd'hui au moment de la retraite. Ce qu'on fait dans le cadre de cette réforme, c'est qu'on prend des mesures pour corriger ces inégalités. Sur le montant de la pension, encore une fois, la pension minimale va leur bénéficier 2 fois plus qu'aux hommes. Sur la prise en compte de moments où les femmes ont dû s'arrêter de travailler, ce qui explique aujourd'hui leur situation à la retraite. Le congé parental, le congé pour les aidants d'enfants en situation de handicap, désormais, ça donnera droit à des trimestres au moment de la retraite. Il y a quand même malgré tout des atermoiements dans votre propre majorité, Barbara Pompili, Patrick Vignal, Yannick Favennec, tous de manière différente et à des moments différents. On dit qu'à ce stade, ils ne se voyaient pas forcément voter la réforme, qu'ils attendaient encore des garanties, etc. S'ils ne votent pas la réforme, qu'est-ce qui se passe? Ils sont exclus de la majorité? Moi, je ne me place pas dans cet état d'esprit. D'ailleurs, ce qu'ils disent... Il existe. Non, mais ce qu'ils disent, leur message, c'est moi, j'attends d'être convaincu sur le bien fondé et sur la justice de cette réforme. On ne peut pas d'un côté nous dire régulièrement
vos députés sont des godillots ou des Playmobil, ils posent pas de questions, ils votent sans regarder. Et de l'autre côté, quand vous avez des députés qui posent des questions, qui sont exigeants vis-à-vis du gouvernement, expliquez que c'est une crise pas possible. Moi, je vais vous dire, je suis très confiant. C'est pas ce que j'ai dit, je vous demande juste ce qui se passe. Non, mais parfois, on a l'impression dans le débat que tout d'un coup, il y a un député qui pose des questions, c'est la crise ou quoi que ce soit. Moi, je suis très confiant puisque ces députés, encore une fois, tous les députés de la majorité ont été élus sur la base du programme du président de la République qui prévoyait une réforme qui demandait encore plus d'efforts que celle qu'on présente aujourd'hui. Ça, c'est un rappel que vous leur faites, en mode rappelez-vous sur quoi vous avez été élu, grâce à qui. J'ai même pas besoin de le rappeler. Ce que je dis, c'est qu'on a tous fait campagne au moment des élections présidentielles et législatives en défendant la retraite à 65 ans. Aujourd'hui, on est à 64 ans. Donc c'est moins d'efforts que ce qui était demandé au moment de la campagne. Qu'il y ait des demandes de garantie sur certains points, de précision, de clarification, d'amélioration, je trouve ça sain. C'est aussi pour ça qu'il y a un débat parlementaire. Ils peuvent poser leurs questions, mais ils doivent voter à la fin. Je vous dis, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur ce sujet-là. Il y a une question de fond aussi, Gabriel Attal, qui percute cette réforme, c'est le rapport que les Français ont au travail. L'IFOP, avec la Fondation Jean Jaurès, là, s'est penché sur le sujet. Il y a une étude qui nous dit que seul un Français sur 5 trouve que le travail est très important dans sa vie. C'était 3 sur 5 en 1990, donc ça a considérablement diminué. Si on prend un autre exemple, plus de 3 Français sur 5 aujourd'hui souhaitent avoir plus de temps libre, quitte à gagner moins d'argent. Là, ça a beaucoup baissé encore en quelques années, puisqu'en 2008, c'était moins de 2 sur 5. D'une certaine manière, ça nous dit que c'est fini de travailler plus pour gagner plus pour les Français. C'est un débat de société profond, et j'entendais le plateau qui était juste avant notre interview. Je suis d'accord avec beaucoup de propos qui ont été tenus. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui veulent travailler différemment, qui veulent donner du sens à leur travail, qui aujourd'hui ont des conditions de travail, mais même pour aller travailler, qui sont très difficiles. Quand vous travaillez aujourd'hui dans des grandes métropoles, c'est le cas par exemple à Paris, que vous avez une situation des transports publics qui en ce moment est extrêmement dégradée, qui est infernale pour beaucoup qui vont travailler dans des métros ou des RER bondés. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas régler tout ça, le travail, avant d'allonger l'âge de départ ? Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il faut faire les deux. Je pense qu'il y a évidemment un enjeu sur les conditions de travail. Et c'est vrai que vous avez des Français qui encore aujourd'hui travaillent dans des conditions difficiles, dans des conditions pénibles. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on agit aussi contre l'usure au travail et contre la pénibilité au travail. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, on dépense 40 millions d'euros par an pour améliorer les conditions de travail dans les métiers les plus pénibles. Demain, dans notre réforme, on prévoit de passer de 40 millions à 200 millions d'euros par an pour investir sur des nouveaux équipements, pour améliorer les conditions de travail. Pour autant, il n'y a pas dans les secteurs de droit à la paresse pour vous, comme le disait Sandrine Rousseau la semaine dernière ici même. Non, mais ça, vous savez, je pense que c'est une position qui est très limitée. Enfin, je veux dire, je ne pense pas que ça représente beaucoup de Français. Moi, je pense quand même que les Français, ils savent, et ça a été dit dans le plateau précédent, qu'on finance notre modèle social par le travail. C'est le fait de travailler qui apporte des recettes à l'État, à la sécurité sociale pour protéger les Français. Moi, je pense que les Français, ils sont prêts à travailler. Simplement, il faut entendre aussi ce qui est dit sur les conditions de travail et sur tout ce qui entoure le travail. Dans les Français qui demandent à travailler, pour le coup, il y a les boulangers qui manifestaient hier, qui sont allés à proximité de Bercy, qui disent on a eu la hausse des prix de l'énergie, on a la hausse des matières premières depuis un moment déjà. Malgré les aides du gouvernement, on ne s'en sort pas. Et d'ailleurs, on ne veut pas des aides, on veut pouvoir travailler. Il y avait d'ailleurs à leur côté certains élus, en particulier du Rassemblement national. Est-ce que vous pouvez encore faire plus pour ces professions que ce que vous avez déjà fait ? Ce qui est sûr, c'est que les buralistes, ils sont l'incarnation de cette France du travail. Les boulangers. Les boulangers, mais je pense aux buralistes parce que les buralistes aussi le sont et que je viens de prendre un plan d'aide pour les buralistes. Buralistes, boulangers, ils se lèvent tous les matins très tôt pour travailler. Beaucoup d'artisans et de professions indépendantes. Évidemment, ils ne veulent pas survivre avec des aides de l'État, ils veulent travailler et vivre de leur travail. J'ai présenté, je fais du coup une parenthèse puisque j'ai fait le lapsus, un plan d'aide pour les buralistes de 290 millions d'euros dans les 5 années à venir pour les aider à se transformer, à diversifier leur activité, à renforcer la sécurité de leur commerce. Les boulangers aussi, ils veulent vivre de leur travail et pas survivre avec des aides. On est face à une situation très difficile avec une crise sur les prix de l'énergie. Et donc, est-ce que vous pouvez faire plus ou est-ce que vous êtes déjà au maximum ? On a annoncé des mesures très fortes, Bruno Le Maire, Olivia Grégoire, pour les protéger face à cette hausse des prix. Vous avez aujourd'hui l'essentiel des très petites entreprises qui auront un bouclier tarifaire avec les tarifs réglementés. Vous en avez 600 000, notamment les boulangers, qui bénéficieront de mesures supplémentaires qui ont été annoncées. Pourquoi il y a une difficulté aujourd'hui ? Parce que tous les boulangers n'ont pas encore pu renégocier leur contrat. Donc, il faut impérativement faire la renégociation du contrat. Alors Agnès Pannier-Runacher, à votre place vendredi, disait que c'était automatique. Donc on a du mal à comprendre. Elle disait il y a juste à aller sur le site de son fournisseur et à cocher chez une DPE. Et à remplir le formulaire. Donc c'est la première chose, il faut le faire. Deuxième chose, vous avez des factures, des devis qui arrivent, et ce qui suscite de l'inquiétude pour les boulangers,
puisqu'il n'y a pas toujours écrit que le prix sera de 280 € le mégawattheure sur l'année, puisque c'est une moyenne sur l'année. Et vous avez effectivement des fournisseurs qui n'ont pas mis dès le départ les 280 €, mais ce sera lissé sur l'année, c'est-à-dire que les factures dans le reste de l'année seront moins élevées. Vous dites, vous inquiétez pas, ça va se régler, quoi. Mais ce que je dis, c'est qu'évidemment, on restera à leur côté, qu'on n'a pas fait tout ça jusqu'à aujourd'hui, y compris pendant le Covid, pour aider nos entreprises, les très petites entreprises, les commerçants, les artisans à tenir pour aujourd'hui les laisser tomber. On sera à leur côté et on continuera à l'être. Il y a des mesures très fortes qui ont été prises, qui doivent leur permettre de tenir, et on va continuer à les accompagner. Mais vous craignez pas qu'entre-temps la colère soit récupérée, par exemple, par le Rassemblement national qui était à leur côté hier, et qu'en fait ce soit eux qui s'érigent en porte-parole de cette profession? Ce qui est sûr, c'est que en toutes occasions, le Rassemblement national cherche à capter les inquiétudes, les angoisses des Français, à les instrumentaliser, à leur vendre du rêve. Enfin, le Rassemblement national, moi je rappelle quand même qu'il veut sortir du marché européen de l'électricité, ce qui ferait que si on suivait leur programme, les boulangers ne pourraient même pas allumer leur four, puisqu'on aurait des blackouts dans notre pays, puisqu'on importe plus d'électricité qu'on en exporte et qu'on en produit aujourd'hui. Sauf si on arrivait à être indépendant énergétiquement, ce qu'on était il y a quelques années. C'est pour ça qu'on investit dans le nucléaire, mais enfin, personne ne peut faire croire qu'une centrale nucléaire peut sortir en quelques mois de terre. Ça demande du temps. Et en attendant, ça demande de développer les énergies renouvelables, ce à quoi le Rassemblement national s'oppose. Donc la réalité, c'est que le Rassemblement national, c'est le parti de l'appauvrissement énergétique de la France. Merci beaucoup, Gabriel Attal, d'avoir été sur ce plateau ce matin. Je précise que pendant qu'on parlait référendum. La NUPES annonce justement une demande de référendum sur la réforme des retraites. On a entendu votre réponse, c'est non. Et maintenant, le débat se fera à l'Assemblée.